Après le choc de la mort et le secret révélé, Ella Eban a misé l'avenir de sa famille sur une seule chose, un concours impossible. 3 semaines de labeur comme portefaix, les muscles endoloris, pour nourrir ses frères et sœurs. Et puis, la victoire. Ella Eban est admis. Il décroche un poste de fonctionnaire et gagne sa première bataille pour la dignité. Le vrai miracle, pourtant, n'est pas le salaire. C'est la communauté, le menuisier, la vendeuse de beignets. Il découvre que l'héritage d'Adèle n'était pas l'argent, mais un réseau d'honneur. La surveillance silencieuse de sa mère devient sa nouvelle force. Mais la défaite de maman Marceline n'est qu'un sursis. Voyant l'ascension d'Eban, elle lance sa contre-attaque finale, la plus déloyale, un avis d'expulsion. Signé par son propre père, Monsieur Nguema. Ella Eban a gagné le respect, mais il a perdu sa maison. Face à l'avis d'expulsion, il ne lui reste qu'un ultime recours. Il doit affronter l'homme qu'il n'a jamais connu, son père. La confrontation eut lieu non pas au Nzimba en ruine, mais dans le bureau de son père à Libreville, un espace climatisé, froid et plein de marbre, où la dignité se mesurait à la hauteur des fauteuils. Maman Marceline était assise à côté du père, son sourire victorieux à peine voilé par un air contrit. Ella Eban, vêtue de son unique costume bien repassé de fonctionnaire, entra, l'air calme, mais l'acier dans les yeux. Il ne s'agenouilla pas. Il resta debout. « Père », commença Ella Eban, sa voix résonnant doucement mais fermement dans le silence du bureau. « L'expulsion est-elle votre décision ?» Le père, Nguema, jeta un regard fuyant. « Ella Eban, tu es un homme maintenant. Tu es fonctionnaire. Ces enfants, ta mère leur donnait de mauvaises habitudes. Ce terrain doit être vendu. Tu dois prendre ton envol. » Maman Marceline intervint, d'une voix mielleuse, « Il est temps qu'il apprenne à vivre seul. Il doit assumer sa propre famille. » Ella Eban ne la regarda même pas. Il fixa son père. Il sortit une liasse de documents. « Mon père, ma mère ne m'a pas donné de mauvaises habitudes. Elle m'a donné le sens de l'honneur. Voici les reçus, les frais d'écolage des 4 dernières années, que ma mère a payés seule. Voici le bail, ma mère a acheté les droits d'usage sur cette terre il y a 20 ans. Et voici ma fiche de paie. Je ne suis pas venu mendier. Je suis venu vous dire que votre inaction a été mon fardeau, mais que je n'abandonnerai pas vos enfants. » Le silence fut total. Maman Marceline se redressa, choquée. Le père, pour la première fois, sentit la puissance de son fils aîné, non pas par la force physique, mais par l'intégrité. « Je prends tous les enfants d'Adèle sous ma responsabilité. Nous partons. Je ne vous demande rien. Mais vous ne les humilierez plus jamais. Mon plus grand défi n'est pas de devenir riche, mais de hisser ma famille en haut. » Ce fut la grande révolution. Ella Eban loua un petit 2 pièces excentré, dans un quartier plus populaire, mais plus sûr. Il travailla le jour comme administrateur junior, étudiant la nuit. Il devint le père, le mentor, l'ami. Le petit Jean, qu'il avait sauvé des mains de maman Marceline, devint un génie des mathématiques. Aïcha, la petite fille affamée, devint l'une des premières de sa promotion en médecine. Les années passèrent comme des vents d'harmattan. Ella Eban travaillait, payait, poussait. Il se privait du luxe le plus simple, une nouvelle chemise, un bon repas pour que ses frères et sœurs ne manquent de rien. Il voyait l'épuisement sur son visage, mais chaque réussite de ses cadets était une transfusion de vie. Puis vint le jour de la remise des diplômes d'Aïcha. La jeune femme, en toche blanche, vint embrasser Ella Eban, qui était assis au premier rang. Le père, maman Marceline, n'était pas là. Aïcha murmura, « Merci, grand frère. Sans toi, j'étais perdu. Tu as été notre père. » Ce jour-là, Ella Eban savait qu'il avait réussi son pari. Le baobab de sa mère avait grandi, ses racines s'étendaient. Il n'était plus question de survie, mais d'excellence. 30 ans après, Ella Eban fut nommé directeur d'administration, son nom respecté dans tout le pays. Il s'assit à son nouveau bureau, le marbre étincelant. Il sortit la petite sculpture de baobab de sa poche. Il la tenait dans sa main. Un dernier flash traversa son esprit. Il revit sa mère. Il revit le jour du sacrifice. Il revit le moment de la voix. Fin de l'acte 4, il réalisa enfin la plus grande vérité de cette voix. Ce n'était pas sa mère qui lui parlait, mais la force qu'elle avait déposée en lui qui s'était réveillée. Un jeune homme africain, le visage fatigué mais déterminé, les muscles saillants sous une chemise de portefaix usée, porte un lourd sac de marchandises sur son dos dans un marché animé et poussiéreux d'un village africain, sa sueur coulant sous le soleil chaud du jour, son expression mêlant effort et espoir. Les couleurs de la scène sont chaudes et naturelles.